Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Zone Bourse. Je m'appelle Patrick Rojonnier, je suis analyste senior et responsable du pôle courtage chez Zone Bourse. Je vais vous présenter les caractéristiques aujourd'hui d'un produit dérivé qui se nomme les futurs. Nous aborderons ce thème des futurs en répondant à 3 questions. Depuis quand ? Et là, on pourra bien entendu développer la définition, faire un petit point sur l'histoire des contrats à terme. Deuxièmement, comment ? Eh bien là, on fera un petit focus en fait sur le fonctionnement des contrats à terme et plus spécialement le futur CAC 40. Et puis dans une troisième partie, pourquoi les futurs ? Bien sûr, pour jouer un sens directionnel, un mouvement de marché, et on verra que les intervenants peuvent avoir différentes raisons pour trader sur ces marchés-là, soit pour couvrir un risque ou tout simplement faire de la spéculation. Le futur est un contrat à terme qui permet à un acheteur et un vendeur de s'engager à une échéance fixe. Jusqu'à présent, rien de très compliqué. Le futur est un produit dérivé, donc son prix dépend de la valeur du sous-jacent. On vérifiera que la corrélation est assez proche en fait entre l'évolution du sous-jacent et l'évolution de son contrat futur. Qui dit échéance dit livraison à l'échéance. Ça peut être une livraison physique pour les matières premières ou une compensation financière pour tous les autres contrats, notamment le contrat qui nous intéresse aujourd'hui sur l'indice, le contrat CAC 40. Il faut savoir que toutes les transactions sont enregistrées et sécurisées par une chambre de compensation, d'où le petit schéma juste en dessous. Aujourd'hui, c'est géré en fait par Euronext et sa filiale Life depuis 2002. Après la définition, vraiment un petit point sur l'histoire. Pour juste montrer que les futurs, c'est pas récent, ça date de 1948 où on voit la naissance de la première bourse des futurs, la bourse des matières premières. À l'époque, il y avait des déséquilibres importants sur le marché des céréales. Les acheteurs et les vendeurs voulaient un petit peu sécuriser les prix, d'où la création donc de ces contrats. Les producteurs de blé, par exemple, voulaient sécuriser leur futur prix de vente à 3 ou 6 mois. Et en contrepartie, les acheteurs voulaient également sécuriser des prix à l'achat, craignant une hausse des cours importante. Il y a eu une extension en fait de ces futurs à d'autres sous-jacents. Ça a surtout été développé depuis les années 70, où on a vu des contrats sur les devises, des futurs sur les taux d'intérêt et sur les indices. En France, on a eu notre premier contrat à terme en 1986, qui était le notionnel. Le notionnel, c'était un futur qui permettait aux gérants obligataires de se couvrir contre les variations de taux, notamment sur le taux à 10 ans. J'ai eu la chance de débuter en fait ma carrière professionnelle en travaillant sur ce marché-là. C'était un marché à la criée, bien sûr, à cette époque-là. Et juste une petite parenthèse, quand on voit aujourd'hui des images de la bourse de Paris, des images historiques, on voit des gens qui crient comme ça avec des vestes de toutes les couleurs, ce sont des images du notionnel, de la corbeille du notionnel. Dans la foulée, le contrat CAC 40 a été créé en 1988. Pourquoi 88 ? Puisque je vous rappelle que l'indice CAC 40 qu'on connaît aujourd'hui date de 1987, fin 1987, où on partait sur une base de 1000 points, et quelques jours après a été créé donc le futur sur le CAC 40. Il y a toujours le sous-jacent et le futur qui est créé dans la foulée. Ce futur CAC 40,
Il était coté à la criée, comme je l'ai dit, au Palais Brongniart jusqu'en 2002, où on est passé en cotation électronique avec, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le rachat par Euronext de la société anglaise Life. La valeur du contrat, eh bien, c'est une valeur auquel il faut multiplier le cours par 10 euros. Donc, quand on achète aujourd'hui un contrat CAC 40 à 7000 points, en fait, on achète l'équivalent de 70 000 euros d'actions. C'est une référence qu'on verra tout à l'heure dans l'exemple, dans le fonctionnement du CAC 40. Les heures de cotation sont un peu plus larges que celles du CAC 40, puisqu'on commence à traiter à partir de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures. Donc ça permet de suivre un petit peu le marché américain aussi après la clôture du CAC 40 qui est à 17h35. Et il faut le savoir, une compensation qui se déroule à 17h35, c'est-à-dire qu'on va prendre un cours de référence pour ensuite générer ce qu'on appelle la comptabilité des marges qui vont passer en gain ou en perte à partir du prix d'achat ou du prix de vente que vous avez fait. Contrairement à peut-être au marché des options, eh bien là, on fait un ajustement des positions quotidiennement pour savoir si vous avez gagné ou perdu. Et si vous avez des gains, on va vous créditer sur votre compte. Si vous avez des pertes, on va passer un débit. Donc il y a un ajustement quotidien qui se fait sur les futurs à partir du cours de compensation, donc qui pour le CAC 40 est fixé à 17h35. Chaque fois qu'on reste en position ouverte sur les futurs, eh bien, on a l'appel d'un dépôt de garantie par l'établissement de compensation, et ce qui fait que pour conserver des positions d'une séance à l'autre, eh bien, on va devoir posséder un certain montant de cash pour couvrir cette position ouverte. On va passer effectivement à comment fonctionne le contrat CAC 40. Donc, comme j'ai précisé, il faut au départ un certain montant, un dépôt de garantie, qui aujourd'hui est environ de 500 points. Donc, je rappelle que chaque point du CAC 40 dans le contrat CAC 40 vaut 10 euros, ce qui fait que, en gros, aujourd'hui, pour ouvrir une position, il faut à peu près 5000 euros. Ce dépôt de garantie, il est bloqué sur le compte. On ne peut pas l'utiliser pour acheter des actions ou pour faire autre chose. Et que ce dépôt de garantie, il est révisable en fonction de la volatilité. Il paraît logique, quand on a des séances avec des forts mouvements, que les autorités de marché demandent un dépôt de garantie plus élevé que lorsqu'on a une volatilité extrêmement faible et à partir de laquelle les mouvements sont plus réduits en fait. Donc un dépôt de garantie qui est souple et flexible. Il n'y a pas un pourcentage précis quand on achète, ça va dépendre de la conjoncture chaque jour. Comme j'ai précisé également, on a une compensation qui est quotidienne, mais on a aussi une compensation finale, le fameux 3e vendredi de chaque mois, où là, les contrats mensuels s'arrêtent et basculent sur une autre échéance. Donc la compensation mensuelle se déroule, donc ce fameux 3e vendredi chaque mois, entre 15h40 et 16h. Donc on va prendre une moyenne pondérée en fait de l'indice CAC 40, et de cette moyenne, on va compenser tous les contrats qui n'ont pas été débouclés. C'est la fameuse journée des 3 ou 4 sorcières, la journée où tous les contrats dérivés se compensent, notamment les contrats futurs. Restons sur le CAC 40, juste pour bien préciser en fait les stratégies. Ces futurs sont bien entendu utilisés à but de trading ou de couverture, on y reviendra, mais pour bien, préciser les intérêts de chacun, pour jouer la hausse de l'indice, il faut acheter un contrat. Par exemple, j'achète un contrat à 7100. Pour jouer la baisse de l'indice, il faut non pas acheter un contrat, mais vendre un contrat
il y a une erreur en fait sur la slide, et donc exemple, je vends un contrat à 7100. Et le contrat peut également servir à compléter des stratégies diverses avec des actions ou des options, où là on est plutôt dans un schéma de couverture. J'ai des actions, je veux couvrir, j'ai un risque de baisse, donc je veux couvrir ce risque en vendant par exemple un futur. On y reviendra tout à l'heure. Hein, donc soit on joue du directionnel, soit on joue un complément de stratégie. L'investisseur étant par exemple long en action ou ayant déjà une stratégie d'option, il veut couvrir en fait son risque par l'intermédiaire des futurs qui vont venir compléter en fait sa stratégie et qui vont venir un petit peu équilibrer son risque. Donc on peut acheter un contrat, on peut vendre un contrat. Comment fait-on pour dénouer cette position? Eh bien, tout simplement en fermant son trade. Pour une position à l'achat, eh bien, tout simplement, on va vendre le contrat pour revenir sur une position à zéro, et inversement pour une position vendeuse. Donc on peut très bien ouvrir une position à la vente et la racheter si le futur baisse avec un gain, et donc déboucler son trade et passer en position à zéro. Si jamais la position reste ouverte pendant tout le mois et jusqu'au jour de compensation, eh bien, il y aura une clôture automatique qui va se faire par la compensation, par la chambre de compensation, et ça va se faire sur le fameux cours qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la moyenne du troisième vendredi de chaque mois, et qui se termine à 16h le fameux vendredi. J'ai une position, je peux la déboucler moi-même en prenant le sens inverse et revenir sur une position à zéro. Si je n'ai pas fait cette opération de débouclement, eh bien le système, la compensation, va le faire automatiquement sur le cours de compensation mensuel à la fin du troisième, enfin à la fin du mois, donc qui correspond au troisième vendredi. Mais si je veux garder ma position, je suis par exemple vendeur d'un contrat, je veux protéger ou j'ai une anticipation baissière du marché, j'ai pas envie de racheter mon contrat, mais j'ai pas envie d'être compensé automatiquement puisque je veux continuer à garder ma position sur le mois suivant, donc je vais faire ce qu'on appelle un roulement de position, et si je suis donc en position ouverte, je vais déboucler ma position du mois qui se termine et je vais ouvrir automatiquement sur l'échéance suivante. Donc dans le petit commentaire que j'ai mis, exemple à l'achat, il faut donc vendre l'échéance qui se termine, donc avant 16h le troisième vendredi, et acheter sur l'échéance suivante pour conserver une position dans le temps et donc traverser l'échéance qui va se terminer. On a parlé tout à l'heure de corrélation en fait entre le futur et son sous-jacent. Donc il y a un écart qui s'appelle le spread. C'est-à-dire que quand on regarde le cours du futur et le cours du sous-jacent, on n'a pas forcément le même niveau. Donc cette différence s'appelle le spread. Ce spread varie en fonction de deux éléments. Varie dans un premier temps par rapport au détachement de coupons. En effet, le futur va se trouver impacté par les prochains détachements de dividendes et se traite en tenant compte de la baisse automatique du cours des actions concernées. Vous savez que quand une action détache un dividende, le cours de cette action, au lendemain, perd l'équivalent de son dividende. Donc, on imagine que si toutes les valeurs détachaient en même temps un coupon du CAC 40, eh bien, on aurait forcément automatiquement une baisse de l'indice, qui correspond au détachement de l'ensemble de ces dividendes. Donc, comme il y a un calendrier qui est connu en fait de ces détachements, les différents futurs qui sont concernés par ces mois de détachement en fait tiennent compte déjà de ces versements. Ce qui fait que si le CAC 40 cote 7100 sur le contrat avril, eh bien le futur mai se négocie
vers 7020, donc tient compte de 80 points de dividendes qui vont être détachés sur un certain nombre de valeurs. Plus, bien entendu, l'action a une pondération forte dans le CAC 40, plus son détachement va comptabiliser des points de déduction. Un détachement sur Total est plus important que sur une autre valeur du CAC 40. Et le futur juin, qui se traite sur 50 points de base encore inférieurs à mai, tient compte aussi des détachements qui auront lieu d'ici l'échéance du mois de juin. On va dire que avril, mai, juin sont les 3 mois qui sont impactés massivement par ces détachements de dividendes. Et au fil des distributions dans le mois, le cash va donc se rapprocher du futur, que le futur anticipe, eh bien le cash va se rapprocher au fur et à mesure que les distributions vont s'enchaîner pour arriver au jour de l'échéance au même cours. Donc chaque détachement réduit ce spread entre le futur et le CAC 40. Ce spread, il peut être aussi impacté par les taux d'intérêt, et on sait que plus les taux sont bas, plus le coût est faible d'acheter le futur par rapport à investir sur un panier de valeurs qui est représentatif du CAC 40 et inversement. Donc plus les taux sont faibles et plus l'impact sur le spread est faible, et plus les taux sont élevés et plus l'impact sur le spread est élevé. Aujourd'hui, on a à peu près un écart de 10 à 12 points qui est dû à cette hausse des taux d'intérêt, ce qui fait que dans un mois normal où il n'y aurait pas de détachement, eh bien, on aurait par exemple un CAC qui cote autour de 7100 et un futur autour de 7110, 112. Voilà, donc il faut comprendre un petit peu ces caractéristiques en fait pour comprendre l'écart qu'il peut y avoir entre une cotation CAC 40 et une cotation du sous-jacent. Alors, une petite remarque à ce niveau-là, c'est que souvent on me pose la question sur le prix des options. Donc, les options, par exemple, sur mai ou les options sur juin sont calculées par rapport au futur mai ou futur juin. Ce qui fait que c'est important en fait de maîtriser cet écart des futurs et du cash, parce que si on va sur les produits dérivés comme les options, eh bien il faut comprendre que ces options sont pricées en fait sur les futurs, sur le prix des futurs et non pas sur le prix du CAC 40. D'où des fois des surprises quand on regarde le prix des puts par exemple. Je ferme la parenthèse. Alors une petite remarque en fait sur ce spread, eh bien, qui dit spread dit représentation graphique un petit peu décorrélée, notamment sur des gaps qui peuvent être différents entre le contrat et l'indice sur les plages de cotation, notamment tout ce qui est intraday. Les représentations graphiques peuvent donc varier, notamment avec les bougies. Et moi, je sais que je regarde plutôt la référence du futur quand je veux suivre en fait l'évolution dans le temps du CAC 40, car il code toujours ex-coupon, et il est important de connaître en fait les supports et les résistances de ce produit-là, puisqu'il a les mêmes références en fait à travers les différents mois qui s'enchaînent. Je prends un exemple d'une journée par exemple avec des bougies, c'était des bougies Orly en fait, des bougies qui représentent une heure de cotation. Donc on avait encadré là sur ici. Vous aviez une bougie sur le CAC 40 qui avait un plus bas à 4330, puisque n'oubliez pas que le CAC 40 ouvre à 9h du matin, alors que sur le futur, on avait une bougie qui était beaucoup plus basse, puisque le futur cote à partir de 8h du matin. Donc on peut avoir un premier cours à partir de 8h et une hausse du marché dans la première heure de futur. Et ce qui fait que quand l'indice ouvre réellement à 9h, eh bien, on démarre sur un niveau plus élevé. Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes références en termes de bottom ou éventuellement de top sur des bougies. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'il faut aussi remarquer dans ses analyses graphiques. Donc là, on va passer en revue en fait un exemple d'un trade et comment la comptabilité s'opère en fait sur ce trade, comment
je dirais, comprendre les mouvements financiers qui vont se passer sur 3 journées de bourse. Donc, on décide d'acheter 2 futurs, on a une anticipation haussière du marché, donc on va se positionner avec 2 contrats à l'achat et qu'on va payer à 7000. Donc, dans un premier temps, il y a le dépôt de garantie qu'il va falloir assurer. On sait que ce dépôt de garantie, aujourd'hui, il est à peu près de 500 points. Donc, multiplié par 10 euros et multiplié par 2 contrats, ça veut dire qu'il faut à peu près 10 000 euros pour avoir l'autorisation d'ouvrir une position sur 2 futurs. Faut pas oublier que quand on intervient avec 2 contrats à 7000, eh bien on joue, et là c'est le côté effet de levier en fait du produit, effet bien entendu qu'il faut bien maîtriser, puisqu'on intervient sur l'équivalent d'un montant nominal de 140 000 euros. 7000 multiplié par 10 euros le point, multiplié par 2, ça équivaut à 140 000 euros en valeur nominale. Ce qui fait bien un effet de levier de 14, puisque avec 10 000 euros, je vais pouvoir jouer sur un équivalent de 140 000. Donc j'ai acheté mes 2 contrats à 7 000. Le jour J, on va voir comment se déroulent les marges. En fait, à la clôture du premier jour, donc à 17h35, le cours de compensation est fixé à 7025. Donc là, j'ai gagné 25 points, qui multiplié par 10 et multiplié par 2, donc donne un crédit de 500 euros qui vont être directement versés sur mon compte. Le lendemain, donc à J+1, le marché s'emballe et la compensation se traite à 7087. Je n'ai pas vendu mon futur. Je n'ai pas vendu mes 2 futurs, je reste long donc de mes 2 contrats. Et là, je vais empocher la différence entre la dernière compensation et la nouvelle compensation. Ce qui fait un écart de 62 points, multiplié toujours par ma quotité et par ma quantité, ce qui fait un crédit de 1240 euros qui vont venir également se rajouter à mes liquidités sur mon compte. Donc, tous les jours, je vais encaisser mes écarts gagnants, ou je vais payer mes écarts perdants. Le deuxième jour, donc à J+2 plutôt, on a une légère baisse du marché, puisque la compensation à 17h35, je répète, est à 7075. Donc là, j'ai une baisse de 12 points par rapport à mon ancienne compensation, ce qui fait que je vais être débité de 240 euros. Voilà, tous les jours, il y a ce mouvement qui se perd en fait sur mon compte. Et le J+3, je décide de revendre mes contrats pendant la séance à 7064. Donc, pour connaître ma dernière marge, eh bien, je vais prendre mon cours de vente par rapport à mon dernier cours de compensation, donc le cours de J+2, et ça va me faire un nouveau débit, puisque j'ai vendu en dessous de ma dernière compensation, donc on va me débiter à nouveau de 220 euros. Ce qui fait que quand on cumule les marges, eh bien, on reprend les 4 mouvements, 500 plus 1240 moins 240 et moins 220, j'ai bien un gain de 1280, qui correspond effectivement à mon prix d'achat moins mon prix de vente. On a bien le même résultat que si on faisait une compensation unique entre l'achat et la vente, mais comme j'ai expliqué, tous les jours, on met à jour en fait les positions et on encaisse nos gains et on paye nos débits. Ça, c'est la particularité en fait des futurs par rapport aux options. Alors j'ai une question de Vanessa qui me dit: le capital est-il garanti à l'échéance? Non, parce que quand on prend un futur, on prend un risque de marché. Si le marché baisse, eh bien on va payer la différence entre notre prix d'achat et potentiellement notre prix de vente. Et à l'inverse, si le prix monte, on va donc encaisser. Mais il n'y a pas de garantie, hein, c'est tout le principe des marchés. Hein. Donc pour revenir à cet exemple, on a fait un écart final entre 7000 et 7064, soit une hausse de 0,9%. On avait 10 000 euros qui étaient bloqués,
on a réalisé un gain de 1280, donc la performance, elle est de 12,8 sur le capital bloqué. Donc on retrouve à nouveau notre effet de levier de 14 par le jeu des multiples. Okay, donc ça montre que le futur, eh bien, c'est quand même un produit qui joue un sens directionnel, mais qui offre un effet de levier de par son montant nominal qu'on avait évoqué tout à l'heure, puisque quand on intervient sur aujourd'hui un futur, ça vaut 7100 à peu près, eh bien on intervient sur un capital action de 71 000 euros. Donc on nous offre la possibilité effectivement de profiter d'une hausse de marché comme si on avait investi sur le CAC 40 pour 71 000 euros. Donc il faut avoir cette notion en tête. Alors les futurs, pourquoi? Sachez que dans le cadre de notre partenariat avec Interactive Broker, eh bien, il y a pas mal de clients qui traitent les différents produits sur le marché, que ce soit des actions, des futurs, des options, donc ils traitent sur la plateforme d'Interactive Broker, que nous, eh bien, nous sommes le service client pour ces gens-là qui viennent d'ouvrir un compte chez Interactive Broker, mais par notre intermédiaire. Donc on va être là pour effectivement les former à la plateforme. Et là j'ai pris une photo donc d'une page d'Interactive Broker où on peut voir les différents futurs sur différentes thématiques. Donc on a les futurs sur indices comme le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx. On a les futurs indices, on a les futurs US, pareil, excusez-moi. On a également des futurs sur les matières premières, comme le gold, le Brent, etc. Et des futurs sur les taux. Donc on peut trouver tous ces produits-là sur Interactive Broker, comme on peut trouver l'ensemble des actions du monde pratiquement, et les options. Donc on a les CFD également, donc on a vraiment un potentiel d'intervention qui est extrêmement large sur cette plateforme. L'intérêt en fait d'Interactive Broker, c'est que quand on ouvre un compte chez eux, on peut avoir aussi en parallèle un compte de démo. Et c'est un peu le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est que si vous voulez vous tester en fait sur les contrats à terme, eh bien toujours commencer par le faire sur un compte de démo pour un petit peu voir les mécanismes et comment on peut gérer le stress comme ça d'une séance à l'autre. L'intérêt en fait de cette plateforme Interactive Broker, c'est également de vous donner toutes les informations quand on connaît pas trop comment fonctionne un contrat à terme, par exemple le CAC 40. Eh bien là, on a effectivement les différentes informations qui sont très détaillées. On a notamment le jour de l'échéance qui est fixé ici, donc on voit bien 16h le 21 avril prochain. On retrouve le multiplicateur de 10. Et on a également les heures de cotation de 8h jusqu'à 22h. Voilà, donc on peut retrouver ça sur tous les autres contrats, parce que là on a évoqué le CAC 40, mais quand on traite sur le DAX, on peut avoir des multiplicateurs différents, on peut avoir des heures de cotation différentes. Quand on traite sur les matières premières, c'est la même chose. On a des caractéristiques qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut toujours regarder un petit peu la définition et les informations qui sont données par IBIS sur chaque produit. On a évoqué pourquoi en fait. Alors, ces futurs peuvent s'appliquer à différentes stratégies. Bien entendu qu'il y a les stratégies de trading. Il y a des gens qui vont venir jouer des tendances, ils vont acheter sur des supports, ils vont essayer de gagner quelques points, faire des écarts. En fonction de certaines échelles de temps, il y a des investisseurs qui travaillent sur des durées de temps à 2 minutes, donc ils ont des bougies de 2 minutes, certains vont travailler plutôt sur du 15 minutes, donc chacun a sa propre analyse, chacun a sa propre technique d'intervention, mais en tout cas on a une spéculation qui est quand même assez forte sur ces marchés-là. Et bien entendu, il faut utiliser le fameux money management pour stopper des positions, pour éviter de se faire embarquer sur des positions à risque. On a bien entendu les stratégies de couverture qui sont à l'origine, en fait, hein, il faut bien, c'est pour ça que j'ai évoqué ça dans la partie historique, c'est à l'origine, on a créé ces produits, que ce soit des produits futurs ou des produits optionnels, pour couvrir un risque.
Et quand on a par exemple un stock d'actions ou un stock de matières premières, eh bien on va essayer de se protéger contre une baisse des cours en intervenant sur ces marchés-là. Et donc là, on fait de la couverture de risque. Trading, couverture à la baisse, très souvent, puisqu'on veut se protéger contre une baisse des marchés. Mais on peut également faire de la couverture à la hausse. En effet, quelqu'un qui serait peu investi et qui aurait un risque en fait que le marché monte, eh bien se verrait tenter pour acheter des futurs et profiter d'une hausse des marchés. Hein, donc on peut vraiment cette notion de couverture, elle est dans les deux sens en fait. L'exposé se termine, j'espère que j'ai pu apporter un éclairage. Je vais regarder s'il y a des questions par rapport à cette intervention. Alors, la question traditionnelle, c'est quelle est la différence entre les CFD et les futurs? On va dire que dans le sens directionnel, il n'y a pas trop de différence. Après, c'est une histoire d'organisation. Les futurs, je vous l'ai dit, c'est organisé par des chambres de compensation avec des déposits. Les CFD, c'est géré par des brokers qui très souvent vont se mettre en contrepartie. On n'a pas la même notion de déposit, on n'a pas la même notion de spread. C'est un marché un petit peu moins organisé, le marché des CFD. D'un point de vue fiscal, on a les mêmes types d'imposition, c'est-à-dire que actions, options, dérivés, ça fait partie de la même rubrique en fait, et du même taux d'imposition. Alors on parle d'une question assez technique. Alors j'avoue que j'ai pas évoqué parce que je pensais pas rentrer dans le détail la différence entre un contrat contango et backwardation. En fait, vous avez deux types de futurs sur le marché, des futurs contango où les contrats à terme, donc les futurs, ont un prix supérieur au sous-jacent, et vous avez des contrats qui sont appelés backwardation, qui ont des prix inférieurs au sous-jacent. Alors, les raisons sont multiples, mais ça peut être, notamment dans le cas où les futurs sont inférieurs au sous-jacent, ça peut être une anticipation en fait assez baissière du sous-jacent, et donc les opérateurs ont tendance à vendre des contrats à terme sur des prix qui sont souvent plus bas que le sous-jacent au prix spot. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus, c'était pas la thématique d'aujourd'hui, on restait sur des caractéristiques assez simples. Alors, on me pose la question, il vaut mieux privilégier l'utilisation des futurs plutôt que les varants ou l'inverse? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que quand on parle de varants, on parle d'options, en fait, en général. Là, ça demanderait, en fait, un exposé vraiment dédié à ça, sur cette notion de couverture, comment on peut couvrir donc un portefeuille par exemple avec du futur ou avec des varants ou des options. Ça m'oblige à rentrer un petit peu dans le détail, tout ça, mais on va dire qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux. Le futur est plus simple puisque on intervient. Le marché est très liquide grâce à la spéculation. Tous les marchés futurs sont très liquides et on a des interventions assez rapides. Après, il faut savoir quel est le montant à couvrir, parce que quand vous avez un portefeuille, par exemple, de 100 000 euros, par exemple, est-ce que il est corrélé au CAC 40 ou pas du tout? Si vous avez des valeurs qui ne sont pas forcément du CAC 40, il faut savoir que votre portefeuille peut subir des variations différentes de l'indice de référence. Donc si vous vendez des futurs sur le CAC 40 pour protéger un portefeuille qui n'est pas exposé comme le CAC 40, la couverture, elle n'est pas forcément, je dirais, adaptée. Hein, donc il faut bien connaître la définition de son stock à couvrir, bien connaître si vous avez un risque qui est identique au risque du CAC 40. Bon, on va appeler ça un peu le bêta. Le bêta, c'est la corrélation qu'il y a entre un sous-jacent et une action ou un panier d'actions. Donc il faut connaître un petit peu toutes ces caractéristiques pour savoir si on peut et comment on peut vendre du futur. Hein.
Quand on vend un futur, on vend l'équivalent de 70 000 euros. Donc, quand on a 50 000 euros ou quand on a 100 000 euros, on ne pourra pas vendre 1 ou 3 ou 4 futurs. Alors, ça sera trop. L'assurance sera trop importante et on risquerait même d'avoir un manque à gagner si le marché monte. Donc il faut connaître ça. Les options, c'est pareil, il faut connaître le nombre d'options qu'il faut acheter pour couvrir un portefeuille. Ça, c'est des choses qu'on apprend par rapport au delta. On rentre pas plus en détail, mais cette notion de couverture peut être mise en place quel que soit le produit avec lequel on se sent le mieux en fait. Alors le ticket d'entrée, oui, il est de 5 000. On va dire que c'est des produits à risque. C'est des produits qui peuvent permettre de gagner beaucoup, mais également de perdre. Donc, il faut un dépôt. Et ce dépôt, aujourd'hui, il est environ de 4 à 5 000 euros. Une question de Laurent qui dit, est-ce que on peut trouver les caractéristiques des futurs sur l'interface zone bourse? Non, on n'a pas les futurs sur zone bourse. En revanche, comme j'ai précisé tout à l'heure, pour les gens qui ont un compte chez Interactive Broker, eh bien, on a la possibilité effectivement de pouvoir trouver une multitude de produits et surtout une multitude d'informations sur ces produits. Alors Philippe demande si on peut acheter du BX4 à la place du futur. Oui, encore une fois, tous les produits qui jouent la baisse permettent de protéger donc à la baisse, mais c'est une question de quantité, c'est une question encore une fois de corrélation entre la variation de votre assurance, donc de votre produit, que ce soit le BX4 ou le futur, et la variation de votre portefeuille. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. On peut pas se lancer comme ça dans des stratégies de couverture. Il faut bien connaître le potentiel de ces produits-là par rapport au risque réel de vos actions. Donc cette présentation se termine. J'espère qu'elle a pu vous apporter un éclairage sur les futurs en général. Merci en tout cas pour votre intérêt, votre fidélité à nos webinaires, Zone Bourse, et je vous souhaite à tous une excellente journée.